Premièrement, donc, le défi éthique. Il ne faut pas se leurrer. L'agir éthique est difficile. Il n'est jamais donné d'avance et n'admet pas de solution toute faite. Tout ce qui ressemble à des codes de déontologie est appelé à être toujours dépassé, spécialement aujourd'hui, devant la complexité, l'aspect encore jamais vu de tant de problèmes pourtant réels de notre époque. La multiplication des lois caractérisant nos sociétés est le résultat obligé d'un déficit éthique. Les revendications de droits prolifèrent dans l'oubli de devoirs élémentaires, de civisme, de respect des personnes, etc., reconnus pourtant dans toutes les traditions, dès leur début, dans la tradition grecque, indienne, chinoise, égyptienne, judéo-chrétienne et autres. Plus la chose publique est corrompue, plus il y a surabondance de lois. Corruptissima republica plurime leges, faisait remarquer le grand historien latin Tacite, témoin de la décadence romaine. Plus une société est décadente, plus on multiplie les lois. Seul l'éveil authentique des consciences peut assurer une décision proprement éthique, dans le maquis de circonstances souvent imprévues, voire imprévisibles. Il y a ainsi lieu de faire valoir à nouveau la pertinence de l'équité, en grec epieikeia, parce que c'est le grec parce que ça remonte à Aristote. De l'équité, comme l'a fait il y a quelques années Paul Ricoeur dans son ouvrage intitulé « Le juste ». Il arrive que ce que la loi ne prévoit pas, et ne peut d'ailleurs prévoir, soit néanmoins le juste par excellence. Celui ou celle qui s'en tient étroitement à la lettre de la loi ou d'un contrat donné peut aller directement contre son esprit et commettre une injustice, ainsi qu'on le voit bien dans le cas du marchand de Venise de Shakespeare, réclamant sa livre de chair. Pour nous aujourd'hui, si hantés par le modèle du merveilleux succès technique ou technologique qui agrémente le quotidien de nos vies, le défi de l'équité fait utilement ressortir combien l'éthique diffère de la technique. Le juge ou le jury appliquant une loi ou un code dans un esprit purement technique a de bonnes chances d'être profondément injuste, tout en y trouvant un alibi pour son irresponsabilité ou sa lâcheté, le cas échéant. À supposer que sa décision particulière ait le dessus, l'injustice ainsi commise et ses traces n'en survivront pas moins avec l'effet cumulatif qu'on imagine pour peu que cela se répète. On le voit, la mesure du juste est ailleurs et n'est rien d'autre que le jugement équitable d'un juge juste, ce qui suppose chez lui ou elle une intégrité peu commune et une conscience morale droite. La loi ou le code positif sont d'indispensables instruments, mais jamais automatiques. Juste ou injuste, un jugement moral ne saurait jamais être anonyme. Qui dit valeur dit prix, mais à la limite, l'adhésion à des valeurs n'ayant même plus de prix tant elles nous sont chères, ou sans lesquelles en tout cas rien d'autre n'aurait de prix à nos yeux, est ce qui précisément définit la vie éthique. La vie collective est impossible sans une éthique commune. Comment la constituer? Et surtout, par où commencer? La société où nous vivons étant plurielle et en passe de le devenir chaque jour davantage. Il suffit pour s'en convaincre de songer un instant à la variété des points de vue animant le débat politique, au pluralisme jusque dans la sphère de l'information, où des interprétations parfois diamétralement opposées de ce qu'on croyait être les mêmes faits sont avancés dans les médias écrits ou électroniques, à la multiplicité des cultures, des religions, c'est-à-dire des options fondamentales touchant le sens même de la vie, parmi les concitoyens eux-mêmes, appelés à la convivialité, à des décisions vitales collectives. En vue d'une éthique commune dans ce contexte, une valeur permet de rassembler toutes les autres, la dignité humaine.